Bonjour à tous, vous écoutez le podcast Expérience X.0. Je suis Simon Lemire, votre animateur de ce podcast propulsé par Groupe Lacoste. Une initiative justement pour parler de CRM, parler d'adoption, parler de projets, bons coups, mauvais coups. Ultimement, on veut garder ça court, ludique et grisant. Aujourd'hui, on parle d'adoption avec Anthony Lacoste. Le fameux adoption dans le projet CRM n'est pas facile, surtout pour les représentants des ventes, mais je dirais l'équipe entière. Donc, l'objectif, ça va être de parler d'adoption puis de comment éviter justement un projet qui n'est pas bien adopté et de maximiser le succès. Sur ce, je vous dis bon podcast. Bonjour Tony. Bon matin. Ah, toujours un plaisir de faire un podcast avec toi. 100%. Génial. Donc, on parle de poussière aujourd'hui. Qu'est-ce que je veux dire par poussière? C'est pourquoi ton CRM prend de la poussière, le problème d'adoption. Un gros défi dans des projets CRM, puis on veut pas ça. Puis c'est facile que le CRM prenne la poussière. C'est facile d'avoir le fameux garbage in, garbage out. Comment qu'on peut éviter ça? Ça va être le sujet aujourd'hui. Exact. Prime abord, présentons-nous rapidement. Anthony, qui es-tu? Qui suis-je? Anthony, donc je suis architecte de solutions chez Lacoste, également associé, donc avec toi, mon cher Simon. Oui, tout à fait. Pour les gens qui nous écoutent, je suis au développement des affaires chez Lacoste, associé avec Anthony depuis maintenant 8 ans, il faut dire. Et pour votre information, chez Lacoste, on est une firme d'intégration CRM, partenaire de solutions HubSpot, CRM mondial. Puis ultimement, on fait des projets CRM dans notre quotidien. Sautons dans le vif du sujet. Je pense que c'est un gros problème, l'adoption. C'est quelque chose que moi, de mon côté, je reçois comme questionnement, ou du moins, c'est un frein pour les entreprises à adopter le CRM parce que on a peur qu'il ne soit pas utilisé. Puis on le sait quand on est aux ventes principalement. On n'aime pas rentrer des données manuelles. On n'aime pas être dans un système. On aime ça quand c'est créatif, simple, puis frivolte, là, si je peux me le permettre. Vous comprenez. Mais en même temps, c'est essentiel d'avoir une plateforme, une centralisation de base de données. Puis je dirais même qu'il y a des directeurs des ventes, des vice-présidents de vente, ou du moins la haute direction, qui disent il faut avoir du reporting, il faut avoir le data. Pour ce faire, il faut un système. Pour avoir le data, pour rentrer les données. Puis là, à ce moment-là, ça ne fait pas nécessairement l'unanimité chez les entreprises. Donc, l'adoption, gros problème. La vraie cause. Moi, j'ai une question pour toi pour partir le bal. Ouais. On entend souvent que plusieurs projets, même 3 projets sur 4, rencontrent la résistance. C'est une stat, ça existe. C'est plus que 75% des projets qui sont mal adoptés. C'est quoi la vraie raison derrière ce chiffre? Je te dirais la culture, priorité du leadership. En fait, c'est toujours le leadership, malheureusement. Ils ont le dos large, mais c'est ce que je dis tout le temps à l'interne. Toutes les fois qu'il y a des problèmes, quelque chose qui ne fonctionne pas, on peut pas blâmer nécessairement les équipes à l'interne. Ça, à la fin de la journée, ils vont faire leur travail, ils vont suivre un peu les indications, les processus qui auront été mis en place. Donc, si le leadership a mal transmis le but du projet, a mal transmis les nouveaux processus, ou qu'à l'interne, la culture n'est pas orientée changement, n'est pas orientée adaptation, agilité, on peut pas les blâmer parce que si son collègue d'à côté le fait pas, il le fera pas plus. Donc, c'est le rôle du gestionnaire ou du plus haut leadership, là, vraiment, de s'assurer que ça continue. Là. Puis comment que la culture, tu trouves qu'elle a un impact à travers le leadership? Penses-tu que c'est un élément quand même qui est important à prendre en compte? Oui, énormément, parce que on va en parler un peu plus tantôt, mais le leadership, c'est un truc. Donc, on peut parler un peu plus de management, donc d'implanter des pratiques à l'interne. Donc, on peut le faire de façon rigide. Je pense qu'une belle culture de management avec un bon leadership va être capable de faire le rôle management parce qu'à la fin de la journée, c'est noir et blanc, il faut mettre des choses en place. Mais c'est pas parce que c'est noir et blanc que c'est obligé d'être rigide. Ça peut être noir et blanc tout en étant agréable, emmené dans une façon collaborative aussi avec l'équipe, avec une belle culture. Fait que je pense que les deux peuvent coexister ensemble. Puis c'est là, je pense que tu arrives au sweet spot. Ça prend des gestionnaires qui ont aussi cette philosophie-là, qui ont aussi cette vision-là, mais qui sont quand même assez carrés aussi. Fait que ça prend quand même, je pense, un doux mélange de plusieurs compétences qui peuvent être amalgamées de plusieurs personnes là, dans l'équipe. C'est pas obligé que ce soit juste une personne qui ait tout ça sur ses épaules. Mais c'est les qualités que je vois souvent qui ressortent des bons projets, des belles entreprises, où on voit que c'est sharp, puis que ça progresse, puis que ça évolue bien. C'est souvent ces qualités-là. Et moi, tu sais, j'allais comme te poser une question en même temps, je vais m'auto-poser la question. Tu sais, comme avant de demander, donne-moi un exemple d'un client qui a manifesté une résistance, j'ai envie de dire, même dans le processus de vente initiale,
moi, j'ai beaucoup d'entreprises qui manifestent déjà une résistance. Ouais. Puis je parle même pas des end-users, c'est-à-dire du département des ventes. C'est directement au leadership où on questionne beaucoup le ROI. On questionne beaucoup à quoi ça sert. On questionne beaucoup hey, non, ça sera justement pas adopté. Puis c'est correct de se questionner. Je pense Ouais. que c'est important de build un business case puis de montrer le cas concret. Je pense de toute Mais façon, il faut être curieux puis il faut avoir envie ouais. de le faire. Je pense qu'il y a plein de façons on va dire, de se magasiner un CRM, de se magasiner un projet CRM. C'est sûr que si l'acheteur principal, on va l'appeler comme ça, arrive dès le début dans une discussion de prouvez-moi la ROI, puis c'est lui qui est en train de magasiner le projet pour son entreprise ou pour son équipe, c'est sûr que déjà là, c'est un peu étrange parce que normalement, tu devrais déjà savoir que tu veux le faire. Donc, si tu as à le prouver, c'est correct, ça peut être ton équipe de direction pour que ça passe aux finances. Bon, il y a plein de bonnes raisons. Ça fait du sens. Par contre, si tu es quand même le meneur du projet puis que c'est toi qui nous challenge, nous ou l'autre firme ou le partenaire avec qui tu vas travailler, je pense déjà là, il y a peut-être une partie des devoirs que tu n'as pas fait assez. Donc, peut-être retourner sur la table à dessin avant de magasiner. Là. Tu mentionnes un bon point là-dessus. On va parler de ROI dans un prochain épisode, un petit peu plus, parce qu'il y a des manières de venir le calculer et que ça soit cohérent. Mais ça, c'est une bonne question qu'on se fait beaucoup poser. Si nous, on doit le prouver pour faire passer le projet, je trouve qu'on n'est pas aligné. Puis souvent, parfait, on va le prouver, on va faire un calcul ROI pour prouver que c'est une bonne chose à implanter. Mais dans ce cas-là, sois également aligné avec nous, donne-nous les chiffres pour qu'on puisse le co-créer ensemble, puis qu'on valorise le pourquoi, comme tu dis, aux équipes finances. Mais ça ne devrait pas être l'unique question ou l'unique barrière à faire entrer un projet. Il faut que tu sois déjà convaincu que c'est un système que tu veux mettre en place pour le bien du collectif, qui n'est souvent pas nécessairement le cas. Ça m'amène à mon deuxième point où dans le processus, encore une fois, d'achat d'un CRM ou du moins d'un projet qu'on veut entamer, CRM imposé versus CRM vendu, qui corrèle un peu avec le processus d'achat. Est-ce qu'on se le fait vendre? Il faut absolument se le faire prouver que ça va fonctionner ou y est-tu imposé? Ou bien, regarde, on le vend parce que je cherche une solution qui va satisfaire mes besoins, puis ultimement qui va être un projet à succès. C'est quoi la différence entre un CRM qu'on impose à une équipe et un CRM qu'on vend dans tes propres mots? Oui, mais c'est drôle, mais là, ça va être vendre, mais sur le bon sens. Quand on parle de le vendre, c'est de le vendre à l'interne. Donc, si l'entreprise, par exemple, va avoir soit une personne ou du moins un petit comité qui va être en charge de la sélection tech, même qui va mener le projet à terme, ce qu'on remarque souvent, c'est que c'est assez flagrant. Là. Il n'y a pas de juste milieu. Il y en a qui vont vendre leur projet à l'interne, donc vendre positivement. Donc, ils vont faire valoir le pourquoi du projet auprès des équipes. Dans le meilleur des cas, même pas juste à la direction, mais auprès du end-user, des équipes finales. Puis il y en a en fait qui l'imposent. C'est ça qui est ça. C'est un outil de pilotage. Ça va être bon pour nous. Je le vois de moins en moins, honnêtement. Je trouve que dans les dernières années, le monde sont quand même sharp. On parlait de culture un petit peu tantôt au début du podcast. C'est peut-être nous qui avons la chance d'avoir des belles entreprises, des beaux clients. Peut-être un mélange de ça. Mais je remarque quand même des entreprises qui sont quand même sharp récemment. J'ai une culture quand même de on va le vendre à nos équipes, on veut l'emmener de la bonne façon, on va ce qu'on appelle monter le projet. Ils vont se faire des petites présentations internes. Je trouve que ça aide beaucoup à l'adoption parce que tu n'as même pas rien signé, tu n'as même pas commencé le projet encore, mais tu es déjà en train de préparer le terrain sur le pourquoi tu vas le faire. Ça fait une grosse différence que quand c'est imposé, puis on prend une décision, on l'achète, on l'implante. Voici ce qu'on doit mesurer, puis on n'en parle pas, puis on ne vend pas le projet à l'interne. Ce qui est dommage, c'est que les équipes, le jour où ils sont rendus à l'utiliser, mettons, quelques mois, max un an plus tard, après, entre le moment où ils magasinaient puis qu'il a été implanté, déployé, des fois, ils arrivent à la formation, puis c'est pendant la première fois qu'ils entendent le mot CRM, ou du moins le nom du logiciel, exemple, dans notre cas HubSpot. Le gars, il arrive à sa formation, je veux dire, l'end-user, mettons, le gars des ventes classique. Puis c'est la première fois qu'il entend ça, c'est un peu bizarre, c'est pas normal. Puis souvent, ça mène à des flops. Même si la structure est hyper rigide et qu'il y a des bons processus. Il y a une résistance. Exact, juste par la nature même surtout un système CRM, c'est différent de dire, mettons, on implante un logiciel comptable ou ce type de logiciel-là, ça reste quand même un logiciel qui roule beaucoup sur l'adoption. Il faut que tu l'utilises pour qu'il soit bon pour toi versus d'autres systèmes que tu es juste obligé de l'utiliser. Fait que juste par la nature d'un CRM, ça amène une petite couche de complexité supplémentaire, point de vue humain. Pas nécessairement technique, mais humaine. 100%. Ça, je suis aligné, puis je pense que tu as mentionné un très, très, très bon mot là-dessus qui est l'outil, la nature du CRM est vraiment plus dans l'utilisation qu'on va en faire. Tu peux pas comparer un projet que tu as fait, mettons que tu as implanté le classique ERP. Les gens qui ont implanté un ERP ne peuvent pas comparer la gestion d'un projet de
ce qu'ils ont fait. Il y a des choses qui se ressemblent là, Mhm. dans la manière d'eux, mais c'est quand même différent. C'est pas, tu sais, un peu, c'est plus complexe, c'est plus technique. Il y a en plus d'éléments de configuration, de personnalisation, de customisation. Puis ce qu'on veut, c'est du feature, faut que tout soit vraiment adapté à nos processus. Puis c'est ça qui est ça, puis on l'utilise. Là, tu Puis, parles du ERP. ouais, là. exact. Puis Ouais. tu n'as pas le choix, tandis que CRM, c'est vraiment différent. Là. Non, c'est sûr. Il faut le garder simple Ouais. aussi à travers ça, puis créatif et agile aussi dans la manière que les ventes vont l'utiliser. Je reviens sur un point aussi au niveau de l'adoption dans le début du funnel avec le leadership, comme tu dis, de bâtir peut-être un petit comité aussi de. Oui, il faut prouver le point que ça va être bon. Nous, ce qu'on fait comme bonne pratique aussi en vente, pas nécessairement avec tout le monde, parce que, bon, des fois, on est plus avancé dans le processus de vente, des fois, on est un petit peu en retard, mais c'est des mini-conférences internes avec des partenaires externes. Tu sais, on vise beaucoup la formation aujourd'hui, mais il y a manière de garder ça short and sweet, puis expliquer c'est quoi les rouages du fameux RevOps, c'est quoi la méthodologie, Ouais. pourquoi que le CRM, c'est un outil qui est organisationnel et collectif plutôt qu'un système Big Brother qui est juste là pour te dire si tu as fait assez d'activités de vente dans ton quotidien. Tu sais, c'est pas ça. Puis c'est ce qu'on fait avec certains clients, puis ça aide justement à faire passer le système. Mais pour faire ça, je l'ai fait récemment dans une belle entreprise dans le coin de Québec, ça part du leadership. Puis Ouais, le vice-président vente, lui, il connaît le CRM. Il sait, il a déjà travaillé avec des Salesforce et Dynamics de ce monde. Lui, il veut inclure le projet, mais il dit, regarde, moi, mon premier gros flag, c'est l'adoption interne. Parce qu'il y a des problèmes au niveau opérationnel, des problèmes au niveau du service client. Il y a, oui, au niveau des ventes, on n'a aucune traçabilité, mais eux, ils ne comprennent pas parfaitement comment que l'outil va les aider. Eux, ils voient ça comme un outil, il va falloir qu'ils rentrent des données. Fait que, bon, ben parfait, Simon, on arrive, on fait une petite conférence interne sur le RevOps de manière extrêmement ludique pour comprendre comment qu'on aligne les départements, puis comment que le CRM, c'est un outil organisationnel. Yannick Beaulieu l'a super bien dit dans un épisode précédent quand on parle de RevOps, c'est pas juste un outil pour entrer des données, c'est organisationnel et collectif avec les membres de son équipe. Aussitôt qu'on comprend ça, on vient favoriser le pourquoi je l'utiliserai. Ça va favoriser justement l'efficacité, l'efficience, puis ultimement grossir les revenus. Surtout dans mon troisième point, toujours dans l'adoption. Oui. Champion interne. C'est quoi exactement le rôle d'un champion interne dans un projet CRM? Fait que là, on est dans le processus de vente initialement. Fantastique. Je pense déjà d'entrée de jeu, il faut inclure une personne clé du projet qui n'est pas juste le leadership, mais quelqu'un aussi qui a envie. Puis là, des fois, on ne l'a pas toujours au premier coup. Mais idéalement, si vous voulez favoriser un projet à succès, une bonne adoption, il faut un champion interne. On en parle souvent. Toujours. Pour toi, c'est quoi son rôle? Qu'est-ce qui est important chez un champion? Quand même plusieurs rôles, honnêtement, parce que des fois, on le mélange avec le chargé de projet. Ça peut être la même personne également. Mais il va avoir un rôle de liaison, honnêtement, entre, on va dire, la direction et les équipes finales. Donc, ça prend quelqu'un, en fait, qui va être, en fait, le motivé ou la motivée de la gang, en fait, qui veut faire emmener le projet à terme. Va être un bon champion. Puis honnêtement, c'est pas obligé que ce soit nécessairement la personne la plus techno. Tu sais, on se dit, le champion doit être automatiquement comme la personne qui va gérer le système après. Oui, ça peut être une belle option, mais c'est pas obligatoirement ça. Donc, pas nécessairement techno, juste quelqu'un, en fait, qui va se faire respecter par ses équipes à l'interne, qui a quand même du ownership. Puis quand je dis ça, des fois, ils vont dire, ben, dans ce cas-là, automatiquement, il faut que ça soit comme un directeur. Non, pas nécessairement. Ça peut être quand même un des membres de l'équipe, juste quelqu'un qui a quand même un respect au sein de ses pairs à l'interne, qui va être capable, justement, de faire emmener des changements sans que ça, justement, que ça n'ait pas l'air imposé. Souvent, ça fait quand même des bons champions. Puis souvent, ils sont plus subtils qu'ils paraissent dans les organisations. C'est pas nécessairement ceux qui paraissent le plus. Puis des fois, on tombe sur des belles pépites d'or qui sont des individus incroyables, en fait, des gens extrêmement humains qui vont faciliter le changement à l'interne. Puis, donc, pour moi, c'est vraiment ça, un bon champion. Fait que ça, c'est le bon champion. Puis, comment tu trouves cette bonne personne-là? De manière concrète, tu es dans une entreprise, toi, mettons, tu es VP Vente, il faut que tu trouves ton champion, tu as trouvé la firme avec qui tu veux fonctionner aussi pour le projet. C'est quoi le process pour trouver un bon champion à l'interne? Tu affiches un offre d'emploi ou tu. Ouais. Je veux dire, parlons Écoute, concret. je pense que ça dépend de chaque entreprise. Il n'y a pas de réponse universelle, mais je pense que tu le sais quand tu l'as. Ça a l'air con, ce que je veux dire. Très Mais philosophique, hein? oui, un peu, mais c'est question de gut feeling. Je pense qu'on sait tous c'est qui notre personne qu'on veut avoir sur un projet, au fond de nous. Puis on va souvent se justifier que c'est pas la bonne personne. Fait qu'on va se donner des contre-arguments en disant « Ah, ben, il ou elle n'est pas assez haut placé dans l'organisation. Ah, elle n'a pas le titre. Ou ah, peut-être qu'elle n'est pas assez technique. » Mais on essaie juste de se trouver des justifications pour pas mettre cette personne-là champion parce qu'au fond de nous, on sait que ça serait théoriquement la meilleure personne. Puis la réfutation sur. Parce que moi, je me le fais souvent dire, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps pour rien faire. Mais on est toujours dans le gros jus. Mais en même temps, les ventes ne rentrent pas, mais on n'a pas le temps. T'sais, ça, c'est la fameuse C'est que sûr, j'ai, mais c'est là, sûr que ça pour le prend du champion. Oui, exact. Fait que comment
tu amènes ça dans un... Là, je suis vraiment plus managérial dans la Ouais. manière de gérer l'être humain dans un objectif de l'inclure dans un projet CRM avec Ouais. une firme externe. Comment tu amènes ça au niveau de la répartition du temps? Ouais. Tu fais un meeting interne, tu fais un comité, comment que ça s'opérationnalise? Tu veux dire la personne qui va être sur le projet, mettons, le Ultimement, champion? Règle du pouce, mettons, pour un projet de taille standard, là, tu sais, on parle pas du méga gros projet. Tu sais, je te dirais, si tu te prévois une demi à une journée complète par semaine en tant que responsable interne côté entreprise, là, je veux dire, même si tu travailles avec un partenaire, je pense que c'est une belle règle du pouce à maintenir. Tu as tout le temps des trucs à préparer, des choses à préparer en interne, de la documentation à rassembler quand même pour le partenaire et tout. Fait que normalement, je te dirais que ça fait quand même du sens. Fait tu peux averager ça, mettons, à 20% de ton temps. Tu peux le caper à 25, mettons. C'est sur certaines semaines dans le projet. Puis je pense pas que tu vas être dépassé. Là. Fait qu'il faut juste le prévoir un peu d'avance, évidemment. Libérer un peu de workload aussi à l'interne, puis pas le faire à la dernière minute. Là. Puis c'est nécessaire. J'entends tout de suite ceux et celles qui nous écoutent faire comme wow, comment je vais libérer ce temps-là. Ouais. Tetris, faites bouger certaines affaires, mais c'est essentiel. Puis après, dans la durée d'un projet, tu as un blitz à donner au départ. Mais après, ça dépend du support que tu as à l'externe, ça dépend comment tu es rodé aussi, mais il y a manière de faire un timeline qui est. Puis un autre élément qui peut être intéressant, c'est que plutôt que de le voir comme un projet temporaire pour la personne, c'est sûr que ça peut être aussi stratégique en se disant, ben écoute, ça reste un projet qui va perdurer dans le temps parce que l'adoption, c'est en constant mouvement. Puis qui dit plateforme, dit nouveaux processus, dit aussi de nouvelles pratiques à maintenir en place par après. Fait que cette personne-là peut quand même avoir la fameuse répartition du temps que je disais tantôt, la demi-journée complète, un peu de l'appli de logistique CRM de gestion des équipes peut rester après le projet aussi. Fait que ça peut devenir en fait même une amélioration du poste ou même la création d'un nouveau poste peut-être un peu hybride. Je l'ai quand même vu dans certaines organisations. Là, il y en a qui le disent, mettons, ça va être notre gars ou notre fille CRM en bon québécois ou ça, notre admin ou c'est lui qui va gérer les équipes. Puis c'est pas, comme je disais encore, je le répète, c'est souvent pas la meilleure personne. C'est pas obligé que ce soit par exemple le directeur des ventes qui l'est parce qu'il gère, mettons, l'équipe des 10 reps. Au contraire, ça peut être un des membres de son équipe qui est comme un peu, on va le voir comme un genre de team lead, mettons, ou qui a un rôle un peu central de coordination. Donc, ça fait souvent quand même des bons responsables parce qu'ils ont quand même la réalité terrain puis ils ont le temps de se mettre vraiment dans le système. Là où quelqu'un qui va être vraiment plus dans la direction, dans le management, ben il est juste à une strate différente de thinking, je pense, dans son day-to-day. Fait que c'est pas nécessairement toujours les meilleures personnes là, pour entretenir la suite d'une plateforme comme ça. Donc, c'est un peu tricky. T'as-tu déjà vu des projets échouer à cause d'un... je ne veux pas mettre la faute sur le champion, là, mais peut-être une mauvaise sélection d'une 100%. personne. Ben oui, 100%. Ben oui. Bon, on en a, je dirais pas régulièrement, mais il y en a. Malheureusement, toutes les années, il y en a. C'est pas obligé que ce soit des flops totales. Des fois, c'est des flops silencieux, c'est encore pire. Vaut mieux le savoir dès le début quand ça marche pas. Au moins, ça donne un grand coup, puis on tire le plaster. Ce qui est le plus dommage, ce qui est le plus tough à gérer, autant pour nous que pour l'entreprise elle-même. C'est quand c'est on appelle ça des morts silencieuses de CRM. On le sait avant même de faire le go live que ça va tourner au vinaigre dans quelques semaines. Il y a comme tout le temps des moments clés dans une implantation. Ben, tu vas le savoir déjà si ça va bien aller, pendant que tu es en train de faire le projet. Au moment du go live, après 30 jours, tu vois qu'est-ce qui s'est passé. Le premier mois est hyper critique. Puis là, des fois, il y en a que ça va bien aller à ce moment-là, mais ça peut quand même retomber au ralenti par après. Fait que tu refais un point, mettons, tu vas le regarder 6 mois, 1 an après. Des fois, on a des projets au début qui ont super bien parti. Beau premier mois d'adoption, suivre la cadence. Mais là, après, finalement, changement d'entreprise, changement de processus, on s'adapte. Il y en a qui ont de la difficulté, je pense, à passer au travers les changements, l'agilité qu'une PME va devoir vivre de toute façon. Fait que là, c'est là où on va voir, mettons, un système 6 mois, 1 an après qui plus utilisé, en fait, d'où le titre du podcast, exact. Fait que on le sait pas, c'est pas tout le temps nécessairement au début même. Il y a plusieurs moments critiques. Là. Chez Lacoste, on accompagne les entreprises dans l'optimisation de leurs opérations de revenus grâce au CRM HubSpot et une approche RevOps adaptée à leur réalité. Vous souhaitez discuter de votre projet, que vous soyez sur le HubSpot CRM ou non, contactez-nous sur lacoste.com, lakhos.com, sous l'onglet « Nous joindre ». Retour au podcast. C'est quoi les responsabilités de la firme partenaire, mettons Lacoste, dans ce sens-là, mais peu importe la firme avec qui vous travaillez dans votre projet CRM? Quelles sont ces responsabilités pour justement minimiser un flop silencieux ou la mort silencieuse, comme tu l'as amené? Il y a des responsabilités clients, mais pour la firme? On en a beaucoup, honnêtement. Mais je pense que c'est la proactivité, de la transparence, le plus possible. On est expérimenté, on a l'habitude de le voir.
Fait que je pense que dès qu'on a un mauvais feeling, il faut écouter ce feeling-là, il faut tout de suite te soulever à l'entreprise. Puis ce qui est plate, c'est que c'est tout le temps inconfortable, c'est assez désagréable à gérer parce que ben, tu vas avoir de la confrontation, parce que c'est pas parce que nous, on le voit que l'entreprise le voit nécessairement. Ou son, tu sais, l'alignement, des fois, il n'est pas tout le temps là. Donc, c'est quand même des conversations qui sont pas toujours agréables. Mais comme je dis tout le temps, même je me le dis à moi-même, en fait, des fois, ben, j'aime pas plus ça le faire. Je vais le dire même à l'équipe à l'interne. Aussi bien le faire plus vite. Dès qu'on sent qu'il y a de quoi qui va pas ou qu'on a un mauvais feeling, ça sert à rien d'attendre une semaine ou deux de plus, voir si ça s'arrange. Si on le pense, c'est qu'il est déjà trop tard. Tout aussi bien de le flaguer tout de suite. Tu calls un meeting d'alignement. Exact. Puis c'est assez rare qu'on va se faire virer de bord. T'sais, c'est juste parce que c'est pas le fun, puis personne aime non plus la confrontation naturellement dans la vie en général. Mais ça se retrouve toujours être assez positif. Fait que c'est sûr qu'on a cette responsabilité-là quand même d'être au-devant, d'être proactif, puis dès qu'on le reconnaît, de lever le flag. Mais il faut rester constant aussi. La constance est importante parce que si on fait juste le dire une fois, puis on dit Hey, by the way, vous n'êtes pas vraiment aligné, tout est tout croche, on le fait une fois, c'est bien, bel job, ça donne un peu le coup d'éclat. Mais le monde se réhabitue après. Fait que quelques semaines, le projet va avancer. Si on ne reste pas constant dans nos interventions, puis assez méthodique, il faut le documenter, s'assurer que ça soit quand même suivi. Ben, l'intervention initiale n'aura pas tant d'impact, honnêtement. Elle n'aura pas changé grand-chose. Elle aura juste donné une grande claque, frustré tout le monde. Puis finalement, à la fin, ça donne le même résultat. Fait que c'est quand même assez difficile, honnêtement. C'est très, très difficile. Rigueur dans la fréquence, justement, des suivis de la firme. Proactivité, transparence, le mentionner plutôt que tard. Fait que d'avoir un processus qui est structuré et clair, ça c'est sûr dans l'avancement du CRM. Des petits court-circuits quelque part dans le processus. Faut qu'il y ait des éléments qui se déclenchent, comme un breaker. Là. Dès qu'il y a un petit court-circuit, il faut que le premier breaker il allume. Tu sais que tu as une action à faire. Deuxième breaker, t'enchaînes à une cadence. Si c'est pas en place... si on attend à la fin, t'es mort. Là. Il est trop tard. Il est trop tard, malheureusement. Puis le client aurait raison de dire « Vous auriez dû nous le dire au début ». C'est le travail d'un partenaire de le faire également, même si c'est désagréable. Puis là, ben, j'amène ça. Là, je sais que je fais un peu champ gauche sur mon. Mais c'est une bonne question. Là, maintenant, rôle et responsabilité de l'entreprise dans ce cas-là. Parce que moi, ça arrive quand même souvent qu'on arrive, des fois même en post-mortem, puis là, on parle d'éléments, puis là, ils me sortent des affaires, puis je suis comme. OK, mais ça n'a jamais été discuté en projet. On a même un 4 semaines d'hypercare après le projet où on est là justement pour marteler sur le fait que on est là pour corriger les problèmes. S'il faut faire une formation supplémentaire, on va venir aussi au bout de formation qui est, selon moi, essentielle aussi dans l'adoption. Mais à l'entreprise aussi, puis je te laisse en rajouter, mais mentionnez-le plutôt que tard si vous voyez un flag, un problème, mais ça va-tu trop vite? Ça va-tu pas assez vite? Si peu importe. Dis-toi que si nous, on déteste puis qu'on n'aime pas la confrontation, dis-toi que c'est la même chose côté client. On reste tous des êtres humains. À la fin de la journée, on est juste dans deux organisations, dans deux positions, deux perspectives qui sont différentes. Mais souvent, ce qui arrive, c'est que même affaire, les équipes à l'interne, il va y avoir quelqu'un qui va le remarquer, mais il va pas vouloir rien dire. Il va se la fermer, en bon québécois, parce qu'il veut pas déranger à l'interne. On ne veut pas bypasser, par exemple, je sais pas, notre supérieur. On ne veut pas bypasser quelqu'un, un autre membre de l'équipe. On sait qu'il y a quelque chose qui est fait un peu tout croche. On sait c'est quoi les dynamiques en entreprise. C'est pas tout le temps parfait. On est tous des êtres humains. Ça va vite. Exact. C'est jamais homogène. Fait que ça arrive des fois qu'il y a des tensions. Puis ce qui est le plus, je vais dire drôle. Pas drôle, là, mais c'est que des fois, on le voit chez certaines entreprises. C'est qu'on sait que certaines personnes le savent. Ils s'en rendent compte, puis ils le voient, puis ils sont d'accord avec nous. Mais ils vont se cacher derrière l'organisation parce qu'ils veulent évidemment pas se mouiller. Puis honnêtement, c'est comprenable parce que c'est quand même une responsabilité, mais il faut se responsabiliser. Fait que le mot-clé, c'est ça, puis c'est tout. C'est l'entreprise, c'est les gens sur le terrain, c'est la direction. Puis, on le disait tantôt, ça part de où? La culture. Si la culture est bien établie, les gens n'auront pas peur de se responsabiliser, les gens n'auront pas peur de flaguer quand il y a des éléments. Il va y avoir de la transparence. Si la culture n'est pas là, ben, tout le monde va avoir peur, puis ça va être extrêmement contrôlé. Puis c'est là que, malheureusement, ça vient un petit peu au vinaigre. Donc, ça revient sur le point de la culture est hyper importante, parce que ça donne un peu le droit à vos équipes de dire, ben, s'il y a quelque chose qui ne va pas, ben, on se sent pas mal. Vous allez vous sauver un projet, sauver un gros investissement, beaucoup d'argent, peut-être de la perte de temps. Je pense que ça vaut quand même la peine de rester ouvert et transparent. Totalement d'accord. Je tombe terrain dans l'utilisation un peu plus sur le terrain des manufacturiers. On travaille beaucoup avec les manufacturiers, les entreprises de distribution, mais on aide aussi les entreprises de services, à vrai dire. Mais il y a quand même une différence à ce moment-là. Toi, dans l'adoption, ayant travaillé avec autant des entreprises de services professionnels puis des manufacturiers, y a-t-il une différence que tu remarques dans le taux d'adoption du même système, même projet?
Je pense que c'est plus facile pour une entreprise de service d'adopter un système comme ça parce qu'ils peuvent honnêtement juste travailler, on va dire, en stand-alone sur le CRM. Il va faire partie de leurs opérations courantes, puis that's it. C'est moins lié à des opérations, c'est moins lié à une chaîne logistique en arrière et tout, versus un manufacturier qui va se faire des opérations un peu plus rigides. Tu vas avoir de la fabrication, de la distribution, donc il y a un processus en arrière qui est plus tight. Il y a une gestion de produits, d'inventaire. C'est que ça arrive au point que quand les CRM ne sont pas intégrés au ERP ou peu importe le nom du système qui est là en place, niveau gestion opérationnelle, genre les commandes, etc., on voit quand même une grosse diminution de l'adoption parce que dès qu'il y a comme une donnée qui n'est pas identique d'un bord ou de l'autre, une retapage ou qui doit travailler à deux places, écoute, ça prend une semaine ou deux dès que quelqu'un s'en rend compte. Il sortir du système, puis ça fait pas de sens. Même si le processus est super clean, puis que l'outil est adapté, puis que tout est prêt pour une vente ou un service client efficace, si ça parle pas au reste, ça ne marchera pas. C'est une réalité que tu vas moins vivre en service pro ou dans d'autres industries qui peuvent quand même mieux survivre le fait que ça ne soit pas intégré. Je le vois, absolument, parce que déjà de base, un CRM, comme on l'a mentionné, ça prend la rigueur de rentrer les données. Il faut que ça soit hyper simple. Fait que pour favoriser l'adoption, encore une fois, puis on va en parler aussi de l'hyper-personnalisation puis du over-engineering. Fait que déjà, d'entrée de jeu, on veut simplifier. Mais si malgré notre simplification dans notre utilisation du CRM est présente, mais c'est pas intégré au système de cotation, par exemple, quand on parle de ERP, puis la donnée ne transite pas, malheureusement, le web, pourquoi irait double entrée des données 100%. dans le ERP quand il faut déjà qu'il le fasse dans le CRM? Des fois, dans le processus, on reçoit déjà, ne serait-ce des commandes ou les sales orders dans le système opérationnel. Fait que là, oui, je comprends créer que l'opportunité va me permettre d'avoir le data un peu du pipeline de vente, mais dis-moi, ça me prend, mettons, c'est un 5 minutes à chaque fois pour créer ça. J'en ai une quarantaine qui rentrent dans ma journée. Puis c'est du temps perdu, c'est la double entrée de données, j'ai pas le temps pour ça. Fait qu'au final, ça rien me prendre la poussière, dans le sens qu'il est paramétré, il est sa coche, mais jamais il va être utilisé. Exact. Je l'ai même vu en termes d'exemple récemment dans une entreprise où on fait un process de vente externe, une vente interne en termes de projets ne sont pas nécessairement impliqués. Il y a un clash entre le côté plus prospection, développement des affaires, mais il n'y a pas d'alignement avec le département qui génère ultimement les soumissions avec l'alignement ERP, même s'il n'est pas intégré, c'est pas grave, mais juste ce petit côté-là qui n'est pas le gap qui existe, c'est juste assez pour que les reps externes, mais à la fin, là, ils vont envoyer l'information par courriel. Pourquoi rentrer ça dans une opportunité si les autres ne sont pas non plus dans le système? Puis le pire, par contre, j'ai quand même vu beaucoup, j'exagère, quelques entreprises qui viennent briser notre règle. Il y en a quand même qui ont réussi. Puis je pense que quelqu'un qui le savent dès le début, je pense que ça vient avec l'expérience. Ça prend quelqu'un que, genre, la personne en charge du projet a été dans une entreprise avant, a déjà eu un système qui a été bien ou mal fait, ou même les deux, qui a eu l'expérience. Ça paraît. Parce que tu vois qu'ils savent où ils s'en vont. Il y en a quand même qui, volontairement, ils ne voudront pas intégrer, mais ils savent. Puis c'est une décision qui est parfaitement consciente. Puis quand c'est conscient et planifié, ça fait toute une différence parce qu'ils voient, eux autres, ils ont une stratégie en arrière de ce qu'ils veulent aller chercher comme output de leur système, que ce soit sur le data, sur le reporting ou sur l'adoption de leur équipe. Ils savent exactement les points qu'ils veulent aller cibler. Ils sont bien OK avec le fait que ça ne sera pas parfait, puis avec la petite machine toute intégrée, mais ils savent qu'ils vont le faire après. Là, tu vois, par contre, il y a quand même un filon intéressant à aller utiliser. Même des fois mieux que l'entreprise. Tant qu'à le faire, on va tout faire en même temps, mais qui ne savent pas trop pourquoi le faire. Honnêtement, il y a tellement de cas. Là. C'est difficile de juste dire c'est noir ou c'est blanc. Ça revient encore une fois, on en parle depuis tantôt, on va le répéter. Leadership. Si le leadership est aligné, puis en plus de ça, ils ont l'expérience en termes de transformation numérique et tout, c'est sûr que ça fait une énorme différence parce que malheureusement, on reste quand même, nous, peu importe le partenaire, tu restes quand même en externe. Fait qu'on aura toujours un peu le chapeau de quelqu'un qui est en train de leur vendre une solution. Fait que c'est sûr que je pense que plus les devoirs ont été faits en interne, plus tu sais où tu t'en vas. C'est comme n'importe quoi, tu magasines encore mieux. Comme quand tu vas te magasiner un char, mais tu as fait tes recherches avant, tu sais ce que tu veux. Tu sais, le vendeur, à la fin de la journée, il va vouloir quand même te le vendre, le char. Là. Je suis pas en train de nous comparer un concessionnaire d'auto, mais ça reste la triste réalité, c'est ça. Bon, fait que je pense que si tu as fait tes devoirs comme il faut, puis tu sais exactement ce que tu as besoin, ben, tu vas éviter de te laisser peut-être tenter peut-être par le petit grévé que finalement tu n'avais pas de besoin. Tiens-toi-en au plan initial, puis si tu sais exactement où tu veux t'en aller avec ça,
Ça fait une bonne différence, honnêtement. Je suis d'accord. Puis pour ceux et celles qui nous écoutent, on a l'épisode 29 sur leadership et mobilisation pour un projet CRM où on fait quand même du pouce sur ce qu'on parle aujourd'hui. intéressant, Peut-être un petit peu plus managérial comme dans la discussion et manière philosophique dans la très manière de monter un comité. Allez écouter ça, c'est vraiment intéressant. Un petit épisode de 37 minutes, pas plus. Ouais. Donc, je vous le recommande. On saute sur la formation. Oui. Les bonnes pratiques de la formation. Ça, c'est le nerf de la guerre, la formation. Hein. Ça, c'est pas toujours évident. Fait que, dans les bonnes pratiques, c'est parce qu'il y a des formations qui peuvent être extrêmement pratiques, extrêmement techniques. D'autres formations, il faut vraiment prendre notre temps. Puis chaque être humain a une manière d'apprendre qui est différente. C'est comme à l'école. Ouais. Puis là, en plus, on parle pas des... C'est un peu comme des enfants, des adultes, Ouais, enfants. 100%. Ah, c'est le même principe. On est tous un peu enfants au fond de nous. Ben oui, 100%. Fait que la formation, qu'est-ce que tu recommanderais de faire? Du moins, c'est quoi les best practices de formation avec les 8 ans d'expérience qu'on a en projet sérieux? Ouais. Avant de parler des bonnes pratiques, on va commencer par expliquer c'est quoi aussi le but dans tout ça. Parce que les bonnes pratiques, ça reste des pratiques. Là. Mais il faut aussi se rappeler qu'une formation, là, c'est pas le Saint Graal. Tout le monde me dit souvent, on se fait souvent parler comme hey, mais la formation, ça va être comment? Combien ça en inclut? Combien de sessions? Honnêtement, c'est un peu, on s'en fout un peu de la quantité puis de la formation en elle-même. C'est plus le plan de match global, le déploiement qui est important. Je vais être fatigant, je vais encore parler de leadership, puis de préparation, puis de culture, mais tu sais, on oublie la formation pendant 2 secondes, puis je te promets, je réponds à ta question sur les meilleures pratiques après. Mais tu sais, une des premières meilleures pratiques, c'est de même pas penser tout de suite à la formation, mais de préparer, donc de vendre ton projet à l'interne. Pour moi, c'est une manière de former. Le fait de vendre ton projet avant de le signer puis de préparer tes équipes, tu es en train de le vendre, donc tu es en train de les former sur ça va être quoi les avantages, ça va être quoi les bénéfices. Est-ce qu'officiellement, c'est une formation? Est-ce que dans le cahier des charges, c'est marqué formation, session numéro 1, introduction? Non. Est-ce qu'on va le faire quand même? Oui. Mais c'est pas là que tu devrais savoir c'est quoi une introduction CRM à la fin du projet. Donc, si tu veux avoir vraiment un impact, fais-le avant, dans le processus. Fait qu'il y a quand même certains éléments. Il faut un peu casser le mot formation puis se dire, il faut plus le voir sur l'adoption. Puis c'est pas un événement unique, c'est juste tout le temps continu. Fait que c'est avant, c'est pendant, puis c'est après. Puis malheureusement, ben souvent, dans la culture populaire de ce qu'est une formation, on le voit tout le temps un peu comme ça vient tout le temps après. C'est après, une fois que le produit est fini, une fois que le produit est prêt à être utilisé, ben tu es formé. Dans peu importe quoi, dans peu importe l'industrie. Malheureusement, tu manques 2 points essentiels, l'avant et le pendant. Fait que tu as comme 2 tiers que tu as moffé. Tu es vraiment en retard, en fait. Fait que ça, c'est ce que j'aurais à dire. Ça joue un rôle négatif sur l'adoption parce qu'on reçoit la formation à la fin. C'est comme, voici le nouveau système, on roll out. Puis il est trop tard. Il est trop tard parce que, la plupart des gens vont pas écouter la moitié des formations. C'est correct, on le sait. En le sachant dès le début, tu organises ton plan de cette façon-là. Ça, c'est important de répéter. Pourquoi est-ce qu'à l'école, on va passer 6 mois à parler d'un même sujet, des fois dans un cours, mais il va être échelonné sur plusieurs petits blocs, parce qu'on sait qu'on ne se rappellera pas de la première partie, on va en reparler quand même la semaine d'après. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de répétitions, beaucoup de pratiques également, comme n'importe quoi dans la vie. C'est comme les examens aussi. On en fait à longueur d'année, puis là, après, tu en as un qui est final, mais au final, tu te prépares à l'examen final. Exact. Donc, je pense qu'il faut partir un peu d'avoir des meilleures bases du concept de formation dans un premier temps. Très bon point. Puis ensuite de ça, parlant de bonnes pratiques, comme je l'ai dit, une formation, c'est en continu. Fait que c'est pas un événement unique. Donc, se rappeler l'avant, pendant, après. Donc, de le préparer adéquatement, ça peut faire une énorme différence. D'y aller par petites phases aussi. D'y aller par use case. Quand tu formes quelqu'un, ça sert à rien de montrer des features ou des fonctionnalités puis d'y aller avec quelque chose de trop théorique. Je connais peu de monde, très peu d'êtres humains qui aiment le côté formation théorique. En général, tout le monde aime le côté mise en pratique. Cas pratique, vraiment, donc d'isoler des petits cas, de dire, je suis, mettons, Anthony, je suis un représentant aujourd'hui, j'arrive, je rentre à la job. Moi, tous les matins, je check mes calls, je fais mes premiers suivis, ma première demande. Donc, de se mettre vraiment un peu dans la peau de la journée typique, je pense que c'est une des meilleures façons de former. C'est pas facile, honnêtement. Probablement plus difficile. Encore moins, même quand tu es en externe comme une firme pour nous, on essaie le plus possible de le faire et de l'adapter. C'est là où je dis tout le temps que nous, notre rôle, c'est de vous former, vous, pour que vous puissiez faire adopter vos équipes. Donc, quand on parlait de responsabilité tout à l'heure, d'imputabilité, donc c'est où notre responsabilité? C'est de s'assurer que les parties clés là, de l'entreprise, du projet, on revient au leadership, la culture, donc les personnes essentielles, faut en fait leur transmettre notre savoir pour qu'ils deviennent quasiment aussi experts que nous autres. Mais ils ne sont pas obligés d'être experts sur toutes les entreprises. Ils sont obligés d'être experts pour leur entreprise à eux, pour leur HubSpot à eux qu'ils vont avoir implanté.
pour après ça le former à leur équipe. Parce qu'on ne sera pas là dans 6 mois, là, quand un des employés va peut-être quitter ou il va en avoir un qui va le remplacer. Il va quand même falloir continuer le travail, donc c'est toujours en continu. Donc, tu sais, s'ils ne s'approprient pas le matériel de formation qui aurait été, exemple, développé par nous, ou qui ne sont pas capables de le faire par eux-mêmes, ou qui ne savent pas comment le système fonctionne, oui, ils peuvent toujours nous rappeler pour qu'on forme l'entreprise, mais c'est pas viable dans une stratégie de croissance et d'être autonome comme entreprise. Donc, il faut que tu l'inclues à même titre que on a des façons de fonctionner pour nos machines en arrière, par exemple, pour nos opérateurs. Il faut se dire que le CRM, c'est aussi ça. Donc, je ne suis pas en train de dire de ne pas rely sur votre partenaire, mais c'est quelque chose que vous devez quand même vous approprier. Puis, un des éléments aussi que j'ai remarqué qui aide beaucoup la formation, c'est pas tant que ça aide la formation, c'est que ça aide à garder l'attention puis à rendre ça important, puis à rattacher ça à des objectifs. Donc, pour l'adoption, c'est de le lier à de la rémunération, l'utilisation. Donc, une rémunération qui va être variable. Exemple, sous forme de bonus, avec exemple, si la qualité des données ou que, mettons, en nombre quantitatif de données rentrées ou de nombre d'opportunités que tu vas traiter dans ton CRM, whatever. Donc, d'associer ça à une forme de rémunération. Ça peut être vraiment combiné dans votre programme interne, dans votre programme RH, si on veut. Ça peut venir, le système peut venir s'incruster là-dedans, donc il travaille de pair avec votre fonctionnement. Donc, c'est-à-dire qu'on va revoir la manière dont on rémunère nos équipes. Parce que, plutôt qu'être traditionnel, maintenant, on a des outils, on a de meilleurs tracking. Fait qu'on va leur offrir l'opportunité peut-être de faire plus, parce que nous, on sait que maintenant, on va le savoir si on fait plus, parce qu'on a maintenant la donnée qu'on n'avait pas avant. Écoute, ça nous fait plaisir de vous donner plus. On sait qu'on fait nos marges, etc. Donc, je pense qu'il y a quand même des belles stratégies. Je ne dis pas que c'est facile, c'est quand même assez tricky, puis ça nécessite beaucoup de thinking, parce que c'est pas juste les ventes, ça touche un peu le restant de l'organisation. C'est ce qu'on parle avec le RevUp, ça. Donc, on va toucher les finances, la gestion humaine avec le RH, avec les ventes. Mais ça peut quand même donner des belles merveilles, selon moi. Fait qu'il y a vraiment des beaux programmes à bâtir autour de ça, là. Puis là-dessus, je veux capitaliser sur le input du data va justement favoriser la qualité du output. Je vois toujours le CRM un peu comme un jardin. Ça va dépendre de ce que tu vas y semer, puis tu vas y cultiver, qui va déterminer un peu la qualité de ta croissance. Mais c'est le même principe. Fait qu'en mettant en place ces programmes-là, si évidemment le projet est bien vendu à l'interne, si tout le monde comprend collectivement pourquoi c'est important, oui, ce programme de rémunération-là va juste favoriser le fait que, regarde, la manière ou la qualité du input que tu vas mettre dans le système, nous, le output va être intéressant pour prendre des meilleures décisions d'affaires. Va nous permettre d'être plus proactifs dans nos prises de décision. Quel marché on veut cibler, où est-ce que ça va moins bien, de quelle manière on veut s'optimiser. Puis encore plus important aujourd'hui, avec l'accessibilité à l'information, la compétitivité, l'économie chambranlante mondiale, tu n'as pas le choix d'être on the edge, tu n'as pas le choix d'être sharp, puis avoir possession de tes données, puis avoir une bonne qualité d'output. Fait que tout part du input, puis pour avoir un bon input, il faut un bon process, une bonne tech, puis des humains à l'interne qui opérationnalisent le tout. Fait que c'est juste avec ça, amène tout le monde on board, et on dit all aboard. Non, 100%. Puis je pense que c'est une couple de points. On pourrait en parler longtemps parce qu'on n'est pas nécessairement des experts en fond. Qui peut vraiment se prétendre un expert parce que ça évolue, les méthodes évoluent aussi, puis les individus évoluent, la culture, notre façon d'être est différente aussi. Fait que enseigner à un jeune vendeur de 25 ans puis versus un gars de 45, ça va être deux approches totalement différentes. Puis il n'y en a pas une des deux qui va être meilleure ou mauvaise, c'est juste qu'il faut que tu t'adaptes. Fait que c'est un sujet qui est quand même assez délicat. Dès qu'on touche lui-même, on le sait, c'est extrêmement délicat parce que c'est extrêmement variable. C'est pas binaire, là. Génial. Un gros merci. Avec plaisir. Ça a été génial. Oui, certain. Ça faisait longtemps. Oui, vraiment. Donc, je pense qu'on a bien recap un peu à la fin au niveau de l'adoption du CRM, qui est un gros enjeu. Puis, on veut ultimement minimiser la prise de poussière sur celui-ci. Puis, finalement, on le débranche, puis on fait juste changer de système, on le laisse mourir. Donc, beaucoup à prendre en compte ici. Leadership, mobilisation, culture, mobiliser plus tôt que tard. Il y a des responsabilités au niveau du partenaire, ça c'est sûr et certain, mais des responsabilités au niveau du client. L'aspect formation, c'est en continu, avant, pendant, après. Après, il y a des meilleures pratiques au niveau de la formation qu'on peut ajouter. Donc, tous des très bons éléments qu'on vient de discuter ici. Un grand merci. Avec plaisir. Donc, pour ceux et celles qui nous écoutent, je vous invite à vous abonner à votre chaîne de podcast favorite, que ce soit Apple ou Spotify. On est également sur YouTube si vous le regardez de manière vidéographique. Donc, n'hésitez pas à nous contacter aussi si vous avez des sujets que vous aimeriez discuter ou du moins nous écouter à discuter. N'hésitez pas à nous contacter directement. Puis, c'est toujours un plaisir. Sur ce, je vous dis au prochain épisode.